Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum d'Afrique. Les racines historiques et intellectuelles de la servitude des Noirs, c'est le thème. Nos invités, Dr Folie Ekwe, bonjour. Bonjour cher ami Gilles, bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes historien, politologue et président du mouvement politique à Laga. Le plaisir est le mien, mouvement panafricain à Laga. Exactement. Professeur Magoula Kokoui, oui. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi parce que les racines du mal nègre, ça date déjà, c'était 1985. Je suis en train de penser à une réédition. Ouais. Et vous êtes philosophe, disons-le simplement comme ça. Oui. Ou pour les... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Pour les gens de la discipline, philosophe de l'histoire morale et politique. Et je voudrais qu'on commence par déblayer, en tout cas revenir sur les vieilles thèses. Est-ce que on peut mettre en corrélation les capacités intellectuelles et les questions de race? Est-ce que le débat a eu lieu dans l'histoire? Est-ce que ce débat méritait-il d'être lancé? Bien entendu, la lecture d'un point de vue raciologique de l'histoire humaine et des relations entre les différentes variantes de l'Homo sapiens est une lecture qui est juste, qui aujourd'hui est défendue dans plusieurs cénacles de la pensée scientifique. La question de la servitude des Noirs, elle est cyclique dans le temps. Et je rappelle que la race noire, si on peut l'appeler ainsi, a gouverné le monde pendant au moins 3000 ans. Gouverné le monde, hein? Tout à fait. A été au cœur de toute la civilisation mondiale depuis la réunification de ce qu'on appelle le Sématawi par Narmer, Mennefer pour l'exactitude. Et donc il y a eu ce qu'on appelle en 663 avant notre ère l'irruption de la Syrie qui a commencé à entamer la puissance de la civilisation égypto-nubienne. Et il y a eu notamment en 553 sous la férule perse, le sac de Thèbes. C'est à partir de cette date que nous faisons remonter l'involution structurelle de la race noire. Parce que chaque race a ce qu'on appelle son verrou de sécurité. Et le verrou de sécurité de la race noire était justement la civilisation égypto-nubienne. Mais l'Égypte, il faudrait le préciser, n'est qu'une fille tardive de la Nubie. Parce que la civilisation a commencé des confins de la zone des Grands Lacs jusque vers l'Égypte à travers un axe sud-nord. Donc c'est ainsi que nous avons commencé à décliner. Et il y a eu l'invasion du Macédoine, c'est-à-dire toute la période qu'on appelle la période hellénistique. Et il y a eu ensuite la période arabe, avec l'invasion de toute l'Afrique du Nord et la progression des Arabes vers l'Afrique subsaharienne. Une progression qui sera arrêtée par les nations chrétiennes d'Europe, lesquelles seront également intéressées par les trésors de l'Afrique noire. Et donc, je fais coïncider ces deux agressions, puisque je parle en termes d'agression, au XVIe siècle. La traite négrière commence et elle finit à bâton rompu. Chaque puissance essaie de décréter son abolitionnisme. On remonte maintenant, tombe dans ce qu'on a appelé le Grand Congrès de Berlin, sous la bénédiction de la papauté, puisque nous avons les documents. Le cardinal qui a prononcé la prière d'ouverture, nous avons son nom, on a le texte de la prière. Et pour des gens qui sont des personnes non religieuses et qui analysent, il y a un fond confessionnel et religieux à cette cabale contre la race noire. Bon, maintenant, le débat est ouvert, mais la colonisation a commencé avec l'époque missionnaire, qui a préparé le terrain aux militaires et plus tard aux administrateurs. Bon, à quel niveau se situe ce que j'appellerais la collusion entre les idéologies chrétiennes religieuses
islamique également, puisqu'il y a eu le monde arabe et l'entreprise de l'impérialisme. C'est un grand débat qui est ouvert. Mais ce qui est certain, c'est que tous les tests philosophiques, scientifiques du monde euro-chrétien ou de la civilisation judéo-chrétienne et du monde arabe parlent du noir comme esclave. Jusqu'aujourd'hui, dans certaines langues, notamment en arabe, le mot qui désigne le noir, c'est l'esclave. Ouais. Bon, si vous permettrez, on remontera même dans le creuset des civilisations eurasiatiques pour montrer qu'en fait, le noir, l'expression noir, n'est pas attribuée à l'Africain. C'était les Blancs eux-mêmes qui s'appelaient noirs dans l'Eurasie. Et c'est à partir du moment où les Africains ont été introduits par la loi de la force dans le commerce du bois d'ébène que les Noirs ont pris dans la hiérarchie des sociétés eurasiatiques la position, c'est-à-dire les Africains ont pris la position du noir, ce qui correspond au blanc noir. Et donc, vous allez voir les travaux de Georges Dumézil qui l'explique très bien, la tripartition de la société eurasiatique, les blancs, les rouges et les noirs. Il n'y avait pas d'Africains dans cette histoire. Et les noirs représentaient la classe d'esclaves, la classe des gens démunis qui servaient, qui produisaient les biens au profit de la classe, de l'élite, les blancs. Dans la même société des blancs, en fait. Et donc, c'est une histoire d'abord eurasiatique qui a fait irruption, vous m'excusez, dans le champ de l'Afrique noire ou de la race noire et qui a conditionné aujourd'hui le monde noir. Oui, avant de passer la parole au professeur Magloire, comment se fait-il que finalement l'Africain a répondu si favorablement à une typologie qui n'était pas faite pour lui? Non. L'Africain, en fait, n'a pas répondu facilement. Il y a eu, vous savez, quand il y a des ouvrages qui sont aujourd'hui inconnus, comment faire du noir un chrétien, ou les codes noirs, les différents codes noirs, les codes noirs français, les codes noirs portugais, espagnols et américains, vous voyez qu'en fait, il y a une phase où le joug y a été, on a soumis le noir ou l'Africain à un joug. Et les Africains ont résisté. Mais les résistances se sont effritées dans le temps. Et il y a une autre phase où on est obligé de subir. Et donc, il ne s'agit pas, en fait, d'une acceptation de ce poids dans la passivité. Aujourd'hui, par exemple, on parle du tiers-monde. Bon, dans l'historiographie, dans la géographie, tout le monde parle de tiers-monde, se référant à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, tout cela. Mais le tiers-monde répond à la même stratigraphie, ou à la même stratigraphie de la société eurasiatique, qui correspond au noir, c'est-à-dire la troisième partie. C'est la même chose, en fait, au plan de la division internationale du travail. Bon, nous le disons, ceux qui le savent ne le disent pas, mais en général, ça a été un processus de conditionnement symbolique et progressif dans le temps. Alors, professeur Kwakouli, est-ce que c'est normal de procéder à une classification des races? En philosophie, nous appelons cela un jugement de valeur. Jugement de valeur. Parce que scientifiquement, aujourd'hui, il y a un seul phylum, Homo sapiens sapiens, et tout ce que nous appelons race font partie de cela. La loi scientifique, c'est l'impossibilité de procréation entre deux groupes génétiques, si on peut dire antagoniques sur le plan naturel. Mais le fait que toutes les races du monde peuvent avoir des enfants prouve à suffisance que c'est les mêmes éléments d'un seul phylum qu'on appelle Homo sapiens sapiens. Et ça, aucun homme sensé du 21e siècle ne peut le mettre en doute. Mais certains philosophes très célèbres... La thèse aux États-Unis, je n'ai pas eu de contradiction. Vous pouvez penser peut-être à Hegel. Hegel, Kant, dans une certaine mesure. Voilà, ils ne sont pas partis de la génétique et de la biologie. Moi, j'ai fait ma thèse à partir de la génétique de la biologie, avec des prix Nobel comme Jacques Monod, François Jacob, les Crick et les Watson. C'est 46 chromosomes en moyenne
par personne, et nous sommes là-dedans. Et qu'est-ce qui fait croire à certains que la race noire serait une race inférieure? Non, c'est juste les propagande. C'est les racistes. Aujourd'hui, les Africains rigolent, mais quand on dit nouvelle droite, ils ne savent même pas que c'est les nouveaux racistes. C'est ce qui est triste pour l'Afrique. On ne fait pas les programmes scolaires pour que nos enfants soient hommes et fiers de l'être. On est comme des parias, des gens entièrement à part. Toute l'idéologie consiste à faire croire que c'est nous qui avons besoin de l'Europe et de l'Asie, alors que c'est le contraire. Sans nos richesses, il n'y a pas de performance humaine aujourd'hui. Est-ce que les faits ne confirment pas dans une certaine mesure? Non, il y a de petits détails dans l'analyse que tout le monde ne comprend pas. Une civilisation, c'est comme un homme, ça naît, ça arrive à l'apogée et ça décline. Il y en a eu près de 254 depuis que le monde est monde. La Terre a 4 milliards 500 millions d'années. L'homme a près de 3 500 000 ans. Il a évoqué l'Égypte. 3000 ans avant l'ère chrétienne. Aristote de Cyrène, Pythagore, Platon et Héraclite ont suivi des cours de philosophie en Égypte. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop avait écrit l'antériorité de la culture nègre. C'est tout. En principe, si nos gouvernants étaient informés, à la fin du secondaire, tous les Noirs devaient connaître ce passé glorieux, connaître le Ghana, l'empire de Gao, Tombouctou, tout ça là, on devait le connaître. On ne doit pas montrer seulement Tchaka Joulou et Kunta Kinte, ça ne suffit pas. Il y a d'autres personnes célèbres dans notre histoire. Et comme je l'ai dit, en 85, au moment où il y avait les empires du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, les Blancs mangeaient encore la viande crue qu'ils laissaient sous les selles de leurs chevaux. C'est tout ça qu'il faut reprogrammer. À notre époque, nous étudions l'Afrique moins le monde moins l'Afrique, et nous connaissions le Rhin, le Danube et leurs affluents. On a dit que c'était de la colonisation, je suis d'accord, mais un président des États-Unis, le dernier, n'a même pas pu prononcer Namibie. C'est une carence historique. On ne peut pas vivre sur la même planète et ignorer superbement les autres. Ça, c'est des jugements de valeur. Et docteur Folly, donc, la grille de lecture la plus simple que vous offrez maintenant pour comprendre la servitude des Noirs, c'est que nous traversons une mauvaise passe, que cycliquement, le Noir va retrouver ses lettres de noblesse. Oui, mais il ne s'agira pas en fait d'une renaissance béate qui descend du ciel. Et à un certain moment donné, les Africains doivent reposséder leur passé, leur mémoire historique, savoir qui est-ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils peuvent faire, et sur la base des ressources dont nous disposons. Je me suis amusé à faire une recherche démographique et j'ai découvert que les Africains, les Noirs, sont la plus forte démographie du monde. En fait, on ne le dit pas. Quand vous prenez les données officielles de tous les États du monde, vous les additionnez, vous prenez les données officielles des États africains, nous dépassons la Chine. Et donc, quand vous prenez une démographie de cette ampleur qui arrive à un certain moment donné à se reconnecter à son passé historique, à reprendre conscience de son humanité, ça devient une bombe au plan économique, au plan de la science. Et n'oubliez jamais que l'Afrique possède le plus grand patrimoine de gisements, aussi bien du règne minéral que du règne animal, que du règne végétal au monde. Et aujourd'hui, tout le monde le dit, à travers d'ailleurs la fameuse histoire de la carte 1 milliard, que l'Afrique est le futur de l'humanité. Mais les Africains, s'ils prennent conscience de cela, et il faudrait qu'il y ait des éclaireurs à qui on donne la possibilité d'éclairer les masses. Si les systèmes d'enseignement officiels ne permettent pas, à cause des blocus d'ordre politique, il faudrait qu'on développe des circuits parallèles d'enseignement et d'éducation pour que la jeunesse, surtout les politiques, les partis politiques,
c'est-à-dire les leaders, ceux qui aspirent à gouverner, soient enseignés sur ces données. Je parlais de la grille raciale. En réalité, ce qui permet aujourd'hui de voir les Africains comme étant la nation ou les nations de la servitude, c'est une histoire de guerre et de conflit. Quand vous prenez, il a évoqué le Ghana, Aokar, il a évoqué le Mali. Le Mali, entre le 14e, le 15e, le 16e siècle, était le cœur du monde. Et le Mali avait complètement dépassé toutes les places les plus réputées d'Europe, dont Amsterdam, Rotterdam. Et nous savons très bien, quand nous prenons les chroniques des Arabes, les chroniques des premiers voyageurs d'Europe qui sont venus en Afrique, ils comparaient les cités africaines, il n'y avait rien de comparable à cela en Europe. La Chine, d'un côté, commerçait déjà avec le Mali. Et je peux vous dire que la chute de l'Afrique est due à la perte, ou au fait que les Africains n'aient pas gagné le conflit armé. Ça a toujours été comme ça. Lorsque vous prenez la théorie du conflit sous Platon, ce que Platon appelle la mise en abîme, en fait, il voulait expliquer d'où vient le fait esclave, d'où vient l'esclave. Comment peut-on justifier l'existence de l'esclave? Platon n'a pas d'autre grille sinon le conflit. Il dit que c'est le conflit qui est le seul élément social qui permet de comprendre comment un prince qui allait sur un cheval blanc, après une petite guerre, devient un esclave. Et quand vous prenez toute l'histoire des sociétés eurasiatiques, j'inclus le monde judéo-arabe, puisque le monde sémitique, vous voyez que lorsqu'on fait une guerre et qu'on vous gagne, vous devenez automatiquement des esclaves. Et quand je parle d'esclaves, ne me confondez pas avec les autres systèmes de dépendance sociale. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout. Et quand il y a une dépendance sociale, on emploie le terme esclave, ce qui n'est pas vrai parce que l'esclave a une définition précise. L'esclave renvoie à un système de production socio-économique. L'esclave renvoie à un être qui ne s'appartient pas, dont la vie et la mort dépendent de son maître. Et cela existe, ça a existé. C'est cela en fait l'esclave. Et cela, nous savons très bien que l'esclavage n'a pas d'origine africaine. Jusqu'aujourd'hui, à l'état actuel de la science historique, l'esclavage est importé vers l'Afrique. Et donc, Jules Baudin, quand vous prenez toute l'historiographie, je prends le cas de l'historiographie française. Jules Baudin, vous savez très bien qu'il est né en 1530, il est décédé en 1587, donc il prend l'esclavage en cours. Jules Baudin se pose la question qui se posait à l'époque. Nous rentrons dans l'ère de la philosophie de l'illuminisme, des Lumières. Jules, la question était de savoir si le noir était un homme, était un humain. Et cela ne vous échappera pas qu'il y a déjà eu cette question dans le cadre de ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, avec Las Casas et tous ses contradicteurs, où on se demandait si les Indiens étaient des hommes. Donc, toute proportion gardée, on pose cette question sur le noir et Jules Baudin répond en disant que le noir n'est pas un humain. Rien ne permet d'affirmer que le noir est un homme. Il a toutes les apparences d'un homme, mais il ne se perçoit pas tel. Donc on ne peut pas lui appliquer des idées humanistes, des idées avancées. Cela sera repris par Voltaire dans son essai sur les mœurs et sur le truc des nations. Et dans toute la philosophie du XVIIIe siècle, on va reprendre donc la thèse de l'irrationalité du nègre. Donc le nègre est une personne qui a une conception fétichiste du divin, du sacré, à qui on ne peut pas appliquer les idées de la révélation divine. C'est ainsi que vers la fin du XVIIIe siècle, au début, à l'entame du XIXe, vont naître ce qu'on appelle l'anthropologie et l'ethnologie, qui vont donc parler des sociétés traditionnelles et étiqueter tout ce qui est noir et africain dans le cadre de ce qu'on appelait les sociétés prélogiques. Donc j'emploie une expression de Lévi-Brühl. Bon, c'est vrai qu'avant de mourir, il a renoncé à sa propre thèse. Ouais, justement, il avait intérêt. Et donc, en fait, même au 19e siècle, ils ont continué avec cette thèse, avec notamment Hegel, dont le professeur avait parlé. C'est une leçon sur la philosophie de l'histoire. Justement. Vous savez que Anténor Firmin lui a répondu. Il était également membre de la Société de l'observation des hommes. En réalité, au XXe siècle, les philosophes vont développer une certaine science de l'évolutionnisme. Mais ils ne vont jamais remettre en cause les thèses prélogiques et prélogiciennes sur le monde noir. Et Fernand Braudel, qui a fondé l'école des Annales,
malheureusement, va reprendre cette thèse ou va parler du climat, que c'est le climat chaud qui enveloppe le monde africain et noir dans une nappe noire de l'involution. Et comme toute attente, c'est son ouvrage, c'est la grammaire des civilisations. Donc en fait, il y a tout un développement intellectuel, scientifique, philosophique sur la servitude des Africains. Et cela, on ne peut pas le changer. Nous, les Africains, c'est la conception que les autres ont de nous. Et dans leur relation avec nous, ils configurent leurs actions sur la base de cette lecture. C'est à nous de prendre conscience, comme vient de le dire, et de résister à cette grille d'analyse de notre humanité. Et la première résistance, est-ce qu'il ne revient pas aux intellectuels africains de produire encore plus, dans lequel l'Africain se définit lui-même et non boivent la définition que les autres le faisons sur nous. Et lorsque Sarkozy a dit à Dakar que nous ne sommes pas suffisamment rentrés dans l'histoire, des intellectuels africains vivant en France lui ont répondu: malheureusement, je n'ai pas mis la main sur le bouquin, mais ce qui est dommage, c'est que ce travail d'auto-pris en charge dont parle M. Folly, c'est Folly le oui, c'est Folly. Ekwe. Donc, c'est aux Africains de le faire. Justement. Moi, je ne vais pas faire une énième thèse sur Hegel. Et les gens ne savent même pas qu'au 19e siècle, Guillaume Amo du Ghana a enseigné à l'IENA, où Hegel a dit ces bêtises-là. Je suis sûr que Hegel ne connaissait pas Amo, sinon il n'aurait pas dit une si grosse bêtise. Mais c'est à nous, on parle de science de la vie et de la nature, d'expliquer à nos enfants que tous les hommes ont de la sécrétion endogène qu'on appelle la mélanine. Elle est de 1% dans les constitutions génétiques. C'est pour ça que les blancs brunissent au soleil. Nous avons une insolation supérieure. C'est juste pour ça que notre peau est noire. Sinon, les autres organes, le cerveau, les synapses, tout est exact. Mais il y a la loi des civilisations que Frobenius a décrite. Léo Frobenius est passé au Nigeria, même au Togo. Et puis, il y a les preuves scientifiques aujourd'hui. Si nous n'avons pas de bombe atomique, c'est que on n'inscrit aucun noir en faculté de physique nucléaire. C'est tout. Ce n'est pas magique. Je dis souvent aux étudiants de faire l'essai, d'aller demander le visa au consulat français pour étudier la physique nucléaire. On va dire, mais il y a les moustiques, vous devez développer le maïs. Pourquoi vous allez au nucléaire? Vous n'en avez pas besoin. Et les 3 pays qui sont dans ce domaine-là, on peut les citer, même si eux-mêmes ils considèrent ça comme des secrets d'État. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a commencé son nucléaire sous l'apartheid, avec l'aide des Blancs pour que si jamais il y a une guerre raciale, ils puissent nous décimer facilement. On a convaincu les Mandela de laisser tomber ça, comme d'habitude. Ils ont laissé tomber. Et je crois qu'ils ont eu tort. Il faut que nous investissions tous les domaines de la science, comme Cheikh Anta Diop l'a dit dans son dernier ouvrage, Civilisation et barbarie, parce que nous avons déjà donné, ce n'est pas eux seuls qui ont donné. J'ai dit qu'il y a eu 254 civilisations. La liste n'existe même pas à l'UNESCO. Nous avons eu nos civilisations là-dedans. Donc, il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité au point à embaucher encore au XXIe siècle des entraîneurs de football blancs, même si on les appelle sorciers blancs. Bon, moi, je ne crois pas à ces choses-là. L'homme, c'est l'homme, et puis c'est tout. Alors, pour faire comment on dit, un lien avec cette actualité totalement scandaleuse, hein, la vente des espèces humaines noires en Libye. Ça concerne une fois encore les Arabes. Qu'est-ce qui fait l'inimitié entre Noirs et Arabes? Parce que le commerce triangulaire, les livres d'histoire, les livres d'histoire nous renseignent que les premières formes d'esclavage avaient été pratiquées par les Arabes. Oui, 7 siècles avant les Blancs.
Tout à fait. C'est une longue histoire. Cela remonte à très 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 loin. Et on ne peut pas, en quelques minutes, parler de cela. Mais je vais juste donner quelques indices. Lorsque vous prenez les textes sacrés du monde arabe, vous trouvez des inscriptions qui sont claires concernant la qualification du noir. C'est-à-dire, alors que la science nous parle de l'émergence de l'homme dans sa variante noire, kémite, ce que les Égyptiens appelaient Kem, le monde arabe a toujours théorisé l'origine du noir grâce à une malédiction. Une malédiction que le monde judéo a repris, ce qu'on appelle la malédiction noachique, qui a été repris donc dans le Mereshit Rabat et le Midrash Rabat, repris par les grands chroniqueurs arabes. Donc, il y a un conflit, c'est ce que en fait j'appelais le conflit racial de base. C'est le monde africain, c'est les Africains, eux, vu cet universalisme qui nous traverse, qui ne croient pas encore qu'en fait nous sommes sur la même planète, mais il y a le conflit feutré entre races. Et on doit absolument développer une solidarité raciale de base. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire du nihilisme vis-à-vis des autres variantes. Mais il faut absolument qu'il y ait parce que c'est grâce à cette solidarité-là qu'il est impossible à un général, un chef d'État africain, d'embaucher un Français afin qu'il fasse un coup d'État à son chef d'État en France. Quelle que soit la grandeur de ce chef d'État africain, sa richesse, même le Français le plus misérable n'acceptera jamais le faire, parce qu'il y a une solidarité raciale entre eux. La même chose, vous le voyez dans le monde juif. Donc les Arabes, depuis longtemps, ont toujours considéré les Africains comme étant les parias de l'humanité. Et une espèce de monade leibnizienne qui circule, qui est en vogue dans le monde et qui n'a pas de vision et qui, malheureusement pour nous, n'a pas un corpus religieux structuré. Cette motivation est très importante parce que je me souviens bien, les archives disent, durant les années 50-60, lorsqu'il fallait créer l'Organisation de l'unité africaine, Juz Mohamed Ali, qui est venu de Londres, a parlé avec notamment les pays arabes du nord, arabophones du nord de l'Afrique, leur disant qu'il faudrait prendre le devant de la construction de l'unité africaine. Parce que l'unité africaine ne peut se fonder que sur la base d'un pilier spirituel. Or, les nations noires d'Afrique n'ont pas de pilier spirituel commun. Et on ne peut donc pas fonder de fédéralisme continental sur la base des petits cultes qu'ils ont dans leur village. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le groupe qu'on appelait le groupe de Casablanca, qui a coopté, grâce à leur fille, à la fille de Nasser, l'Ossa Diafo du Ghana. Mais ce conflit-là entre les Arabes et les Noirs continue jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de l'Union africaine actuelle. Oui. Et donc c'est une utopie lorsque plusieurs pensent qu'on fera une Union africaine qui va transcender les difficultés du temps avec des nations comme cela au nord au sud du et au sud du Sahara. C'est un projet et je crois que des générations africaines vont résoudre ce problème plus tard. Bien sûr. Nous allons les aider à le faire parce que dans ma bibliothèque j'ai un document de Boutros Ghali qui déniait l'existence du panafricanisme. Justement. Donc si les Arabes, à ne pas confondre avec la Libye, Kadhafi n'était pas arabe, il était bédouin. Voilà. Bon, nous on appelle les Libanais, les Syriens, tout le monde arabe, c'est pas vrai. Et c'est ça l'incrimination que je fais des ministres de l'éducation nationale africains. Il faut quand même, on est au 21e siècle, nous savons des tas de choses sur l'être humain. Et on ne peut pas continuer à nous rabattre sur les schémas d'il y a plusieurs siècles en arrière. Donc, les Africains ne savent pas que Maghreb veut dire Ouest. C'est pas l'ensemble des pays. Bon, Ouest par rapport à qui? À la Libye ou à la Nubie?
Ils ne savent pas que Bled el-Soudan, qui donne le Soudan actuel, veut dire le pays des hommes au visage brûlé. Est-ce que votre visage est brûlé? Il n'est pas brûlé. Il est beaucoup plus foncé à cause de la mélanine dont j'ai parlé tout à l'heure, sécrétion endocrine. Donc je crois que l'humanité entière avance par essai et erreur. C'est par erreur que les gens ont cru que nous sommes des êtres inférieurs. Et vous verrez, le jour par scientificité, nous allons commencer à prendre la coupe du monde en football, elle mettra du temps à quitter l'Afrique. C'est un territoire 10 fois plus grand que l'Europe. Ils ont même truqué la représentation géographique de l'humanité. Bien sûr, les cartes. Il y a la projection de Mercator qui prouve que l'Afrique, c'est 10 fois l'Europe. Ce n'est pas le petit globe qu'on nous montre là. 54 pays, etc. C'est vrai, comme il a dit, qu'il n'y a pas d'unité sur le plan de la religion. Mais si on s'asseye, on va trouver les points communs. On va trouver les points communs puisque le phare qui vient du Nigeria peut être lu jusqu'en Éthiopie, les 256, et d'où qu'on appelle le destin, etc. Le code binaire. Le code binaire, repris dans l'ordinateur d'ailleurs. Donc nous avons nos richesses, nous avons notre culture. Mais par le malheur des guerres et de l'infériorité. Les gens ne savent même pas que la Rome antique avait colonisé la France. On voit seulement Astérix et les Gaulois, etc. Mais chacun avait son tour dans cette suggestion-là par le devenir de l'humanité. Donc nous avons été esclaves, ils ont été esclaves, d'autres seront esclaves, il n'y a rien à faire, comme il a dit, l'économie passe par là, mais il y a l'idéologie. Mais au fond de tout ça, il y a la scientificité de l'être, 46 chromosomes, 9 mois de gestation. Nos mamans n'ont pas 13, 14 mois, c'est 9 en moyenne dans toutes les races. Ça devrait inciter les gens à réfléchir pour se dire, mais comment se fait-il que, comment se fait-il? Quand je dis aux étudiants qu'il n'y a pas de Foyovo en France, ils rigolent. Ça n'existe pas, Foyovo. Vous êtes noir ou vous êtes blanc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il faut que nos enfants sachent tout cela pour avancer sans complexe d'infériorité. À l'exposition internationale de Paris, je crois que c'est 1923, il y avait plus de 200 exposants noirs venus des États-Unis. Vous en avez entendu jamais parler? Jamais. Sans parler des belles, des autres qui ont inventé le téléphone. Et pourtant, à côté, il y avait la cage des Noirs, des colonies que les exposants français exposaient. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, de la même manière qu'on formate les ordinateurs et les téléphones portables, on peut formater le cerveau des petits noirs pour que nous sachions que même si nous n'avons pas inventé la poudre, ce qui reste à démontrer, on l'a inventé. Nous l'avons inventé quand même. Non, un instant. Le mystère de la poudre était employé dans les mystères religieux des temples égyptiens. C'est ça. C'est eux qui l'ont transmis en fait aux Arabes et qui l'ont transmis à l'Europe. L'Europe en a fait des bateaux de guerre. Donc c'est l'antériorité de l'esclavage arabe qui fait que les Noirs ne sont pas considérés comme des êtres humains à part entière, plus les connotations religieuses dont il a parlé. Oui. Vous avez évoqué une notion de solidarité tout à l'heure, je sais qu'on creuse, ce qui fait un peu la force des autres races. Pourquoi elle est défaillante chez les Africains, les Noirs? Ils ne sont pas solidaires les uns vis-à-vis des autres. Bon, on peut évoquer plusieurs causes en fonction des phases historiques. Actuellement, et on remonte, quand je prends les études de Madame Maïs Diop, Louise Maïs Diop, on comprend, on essaie d'expliquer ce phénomène par la traite négrière et par les conflits que cette traite a occasionné entre les différentes communautés d'Afrique. C'est ça. Il y a eu la rupture de la confiance intercommunautaire. Les gens se fuyaient. Et il y a eu, vous savez très bien comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, quand il y a un problème en ville, tout le monde va se cacher dans les villages. C'est un phénomène en fait de la mémoire mystique. Et c'est à cause de cela, de cette tragédie que l'Afrique a traversée,
qu'aujourd'hui les Noirs n'ont pas confiance en eux-mêmes. Le chef de l'État ne se fera jamais opérer, quel que soit le paroxysme de la technologie médicale qu'il a aidé à développer dans son pays, il ne se fera pas opérer par un médecin africain. Il ira le faire en Europe. Parce qu'on a cette peur-là que le noir d'à côté me fera du mal. Et c'est dû à cette phase que nous avons traversée. Et maintenant, il y a plusieurs faisceaux de causes. Dans le temps, je crois que dans le futur même, cette histoire va disparaître. Ouais. Et elle va disparaître complètement. Et lorsque nous aurons renoué avec notre diaspora au Brésil, aux Antilles, à Haïti, dans tous les West Indies, vous verrez que tout le monde voudra devenir noir. Ça viendra. Bien sûr. Je ne vais pas faire de la surenchère, mais je vais juste citer Papa Simon Kimbangu, qui le disait. Il disait qu'à un certain moment donné que le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Alors le missionnaire qui était au procès et se fâche et le flagelle. Il s'énerve, il tape sur la table, un tremblement de terre survient. Ça se trouve actuellement au Congo, Kinshasa. C'est un lieu historique. Avec les Kibanguistes. Voilà. Simon Kimbangu, qui était présenté comme un prophète, Jésus noir. Un prophète de la race. Congo-Katiopa. Un immortel. Tout le monde est immortel. Puisqu'on va et on revient. Parce que Simon Kimbangu a eu quelques traces d'histoire sur lui, qu'il a été difficile à tuer. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors, donc, pour aborder la dernière phase de notre émission, je vais retourner en Libye donc pour reparler de cette forme d'esclavage dénoncée par les médias internationaux. Il faut se rappeler que les deux poches de résistance de l'abolition de l'esclavage se trouvent au Niger et en Mauritanie. La Mauritanie est le dernier à avoir aboli l'esclavage. On cite 1848, mais chez eux c'est 1987. Mais ça continue encore. Et ça continue, les avocats, les médecins noirs peuvent se compter sur les doigts de la main en Mauritanie. Oui. Et ça, l'Union africaine n'en parle pas, on ne sait pas pourquoi. Et la cerise sur le gâteau, c'est les clins d'œil du Maroc qui veut rentrer dans la CEDEAO. Il faut d'abord que le Maroc nous prouve comment il traite les Noirs au Maroc. Je ne parle pas de petites bourses d'électronique pour certains. Tous les étudiants. Pour les étudiants, il ne s'agit pas de ça. Comment est-ce que la population maghrébine perçoit le noir? Voilà. Il faut évaluer ça d'abord. Il ne faut pas penser aux usines délocalisées par la France au Maroc et qui a besoin de marché, qui vient rentrer dans la CEDEAO. Ça, c'est trop facile, ça. Donc ceux qui pratiquent l'esclavage, c'est une méconnaissance de oui, Noirs. Il faut remettre ce programme-là à l'école. C'est-à-dire les Arabes, c'est 648 après Jésus-Christ. Avant même que les Arabes ne soient islamisés, ils faisaient des esclaves noirs déjà. Donc nous ne comptons pour rien dans leur imaginaire, dans leurs textes religieux, sacré, etc. Ouais. Et c'est à nous de le prouver. Mais pour parler comme Thomas Sankara, un esclave qui n'est pas capable de révolte, il ne mérite pas qu'on s'habitue sur son sort. C'est vrai, mais il faudrait que l'esclave reçoive l'information. Oui. Il faut l'information qui produise le déclic. C'est ça. Et c'est ces émissions comme ça que vous organisez et participent de la diffusion de ces informations. Les gens vont se demander est-ce que c'est vraiment vrai. L'histoire est importante. L'histoire est importante. Et pas l'histoire africaniste telle qu'elle est enseignée aujourd'hui dans nos écoles. Non. Une histoire dans le paradigme africain de Cheikh Anta Diop. C'est important. Et que les Africains comprennent et sachent ce qu'ils ont été. C'est très important. Par Kizerbo, voilà. Et l'école de l'histoire contemporaine. Sincères comme Jean Suré Canal. Pas les Cornevins, je n'aime pas les Cornevins. Heureusement que pour le Togo, nous avons déjà réécrit l'histoire du Togo en 2 volumes. C'est cher, mais c'est déjà fait. Il n'y a plus de problème. Mais la recherche doit continuer, comme il le dit. Il faut que nous sachions que nous sommes des hommes à part entière.
et non pas Mais le fait que nous continuions de vivre dans des conditions extrêmement difficiles... Oui, c'est la pauvreté du milieu. Oui, et c'est ça scientifique. qui donne Quand le raison milieu aux pauvre, autres ça de... appauvrit l'intelligence. Mais qu'est-ce que vous voulez avec ces salaires qui font 10 fois moins? Hein? Nous avons eu les mêmes diplômes à la Sorbonne. Moi aussi, je peux évoquer Paris 4, Sorbonne. Je peux évoquer Ferdinand Aquier comme mon professeur, Pierre Aubin pour Aristote. Mais pourquoi je dois être payé 10 fois moins par mon propre pays? Voilà les causes. Et ça pousse les enfants à partir. Hein? Pourquoi? Pourquoi on ne donne même pas 1 million à l'entraîneur de football togolais et on en donne 25 à Claude Leroy? Je n'ai rien contre Claude Leroy. Moi aussi, j'ai porté un numéro 9 en Italie. J'ai encore les photos et le contrat. Mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui nous déprécions et les autres nous déprécient. C'est comme ça. C'est l'une des causes de cette vente-là. Sinon, si le milieu est riche et favorisant, hein, les mécaniciens doivent avoir du recyclage en électronique parce que bientôt les voitures seront électriques et électroniques, bon, personne ne partirait. Mais si on continue à jouer le nègre contre le noir pour le blanc, il n'y a rien à faire. En fait, c'est un problème de gouvernance. Oui. Problème de gouvernance. Et si vous êtes éclairé et vous êtes dans la masse, votre lumière n'aura que peu d'impact. Voilà. Mais si vous êtes éclairé, vous êtes un décideur de la haute sphère, votre lumière aura beaucoup d'impact. Ce que nous vous souhaitons, c'est que les grands décideurs de nos pays, comme au Togo par exemple, soient enseignés sur ces questions et prennent corps avec le caractère prospectif de ce genre d'enseignement. Le pays devient une bombe. On oublie quand on parle de développement que c'est l'homme qui fait le développement. Oui. Et on ne peut pas faire de développement d'émergence avec des individus, du personnel humain qui ne vaut pas grand-chose. Ce sera juste des projections statistiques, mathématiques dessus l'économie, mais sur papier. Mais l'homme togolais ne va pas répondre parce qu'il n'est pas formé. On lui a caché des informations, il ne sait pas qu'il a un potentiel. Et surtout, il ne va pas quitter le Togo, vendre 3 à 4 lots, 2 500 000, aller payer des passeurs à Agadez, traverser le désert et aller mourir dans la mer Méditerranée. Parce qu'il croit éperdument qu'en Europe, il y a un paradis. Mais l'Europe est une société qui mâche les nègres. C'est une société fondamentalement raciste. Et moi, j'ai fait l'expérience. Vous savez, les industries dans lesquelles vous trouvez des travailleurs africains, c'est les industries dans la chaîne du 3e niveau. Parce qu'il y a, vous savez qu'il y a d'abord l'industrie métallurgique, là où on travaille le fer. On crée des machines-outils. Et le second niveau, les machines-outils qui créent maintenant les outils, c'est-à-dire les morceaux avec lesquels on fabrique des produits comme ceux-ci. Et le 3e niveau maintenant, c'est le niveau qui passe dans la 4e catégorie de la micro-industrie. Et ces industries, vous ne trouverez jamais de noir là-dedans. Vous ne trouverez même pas où se trouvent les portes de ces industries. Souvent, elles sont cachées. Elles sont cachées. Elles font de la nanotechnologie, des technologies très 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 avancées. On l'a prouvé pour la NASA déjà. Il n'y a pas de noir, il y a un blocus d'ordre racial. C'est ça. Et lorsque les Africains croient dans l'illusion qu'on va leur faire le transfert de technologie, moi jusqu'aujourd'hui des gens qui à un certain niveau le croient que les Blancs vont leur transmettre leur technologie, mais il faut quand même vivre, je sais pas, dans les nuages. Il n'y a pas de même les Chinois ont dû des Prométhées noirs. Voilà. Alors là, même les Chinois ont dû copier des machines militaires qu'ils achetaient des Russes. Ils les démontaient, refaisaient les schémas. Oui. On ne leur a pas donné. Non. Personne ne se bat pour sa race et ensuite transmet le produit aux autres. Mais il faut vivre dans l'illusion, dans les nuages. Donc les Africains doivent prendre conscience. Il faut se mettre au travail. Les agrégés de mathématiques en physique, ils ne doivent pas se contenter de répéter les formules mathématiques russes et américaines. Ils doivent créer, les étudiants conformes, on doit leur inculquer dans l'idée de créer des choses pour répondre aux besoins matériels de leur société, de la route, de leur maison, tout ce qu'on vit. C'est en cela que l'éducation, la recherche a un sens. C'est ça. On crée un corpus de sciences qui soit africain,
ou qui soit africaine et qui puisse alimenter l'économie, justement. Et les innovateurs ne doivent pas laisser pour compte. Ce monsieur du foufou mix, justement. Le Togo, on ne connaît même pas son nom. Même moi, je ne connais pas son nom. Pourquoi? Et le jour où ce monsieur aura un prix, on va dire le Togo à l'honneur. C'est ça le problème. Non. On n'honore pas nos génies. Les autres ne fonctionnent pas comme ça. On n'honore pas nos génies. Non. Vous avez vu l'autre fois au décès de Hallyday, du chanteur. Oui, mais c'est tous les programmes qui se sont arrêtés. Et pour l'honorer. Les gens ne savent même pas que Véoni Dédé a joué dans l'orchestre de Johnny Hallyday. Voilà. Ils ne le savent pas. On n'honore pas nos génies. Laissez pour compte. On n'honore pas nos génies. Et nous arrivons donc à la fin de notre émission. Je ne sais pas si j'ai bien retenu, je peux faire la synthèse en disant que la servitude des Noirs, c'est une servitude semi-volontaire, on va dire. Semi-volontaire, idéologique et géopolitique. Tous ces concepts-là, on peut refaire une émission sur chaque concept. Parce que c'est voulu exprès qu'on exploite le phosphate de Hauteuil depuis 1958 et qu'on ne fabrique ni savon ni engrais phosphaté au Togo. Ni allumette. Oui, c'est fait exprès. C'est la dépendance continue. Ceux qui gouvernent se contentent des prébendes. Le pétrole togolais, qui est un serpent de mer, il apparaît, il disparaît, il réapparaît. Il paraît que c'est à 45 km de la côte, que c'est pompé, ça repart directement sans dire au revoir à la plage. Bon, c'est tout ça qu'il faut revoir. Et ça rentre dans le concept de gouvernance qu'il a évoqué. Docteur Ekwe. Chaque Africain, chaque Togolais, chaque Africain qui nous suit, dans son petit coin, doit comprendre qu'il peut. Et qu'il peut. Et aux gouvernants, nous disons simplement d'avoir le courage moral. Parce que nous pouvons avoir le courage moral de dire non à certaines choses. Et surtout, de ne pas emprisonner leur propre peuple dans l'ignorance. Ouais, c'est une grave erreur. Il faut faire du peuple une puissance en donnant des informations justes, en permettant aux érudits qui peuvent redonner de l'énergie à ce peuple, de la confiance en soi. Je vous remercie. Merci. Dr Foliekwe, historien, politologue, avec Magla Kwakuyi, philosophe. Et nous arrivons à la fin de notre rendez-vous. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal qui vous retrouve sur votre chaîne. À très bientôt.